Bonjour à tous, ici Mathieu de la chaîne 2SATS. J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, je reçois un invité de taille, Paul Crypto Formation. J'ai réussi à le sortir de sa petite pause YouTube. Merci Paul de te prêter au jeu. Aujourd'hui, on va avoir une discussion sur les réalités d'être un créateur de contenu, échanger aussi sur la vision du marché de Paul qui est en constante évolution. Et puis, peut-être m'en savoir plus aussi sur le parcours de Paul. J'aime beaucoup poser des questions de début de parcours parce que je sais que beaucoup de gens de ma chaîne, souvent c'est des gens qui découvrent un peu Bitcoin. Tu vas pouvoir te prêter au jeu Paul. Comment ça va, Paul? La pause YouTube se déroule bien? Ouais, ça fait du bien, pour être honnête. Merci de me sortir de la pause. Je suis un des seuls pour qui j'aurais sorti de la pause, donc bien content d'être là. Puis l'énergie bon, elle était déjà là, mais je sens que ça a fait du bien, là. Les idées sont plus claires, j'ai pris le temps de penser à d'autres choses. Puis là, je sens que je vais revenir dans les prochains mois, mais pour l'instant, je suis bien en pause, puis je compte y rester encore pour quelques mois, là. Ouais. Puis c'est important de dire que tu es en semi-pause, là. Je veux dire, il y a encore du contenu chaque semaine qui sort sur Crypto Recherche de ta part, que tu fais les analyses de marché. Donc, tu es toujours autant impliqué qu'avant. C'est juste d'un point de vue public, tu es un peu moins présent. Ouais, c'est ça. Ben, je pense, tu sais, d'un point de vue, faire des vidéos publiques, il y a une certaine pression quand même que je me suis mise, je pense, au fil du temps, de vouloir faire des vidéos toujours intéressantes, toujours fun. Puis au fil du temps, on dirait que je pensais à chaque... c'était 50% de mon cerveau ou de ma bande passante de cerveau était sur Ah, qu'est-ce que je pourrais dire dans ma prochaine vidéo? Ah ouais, ça pourrait être cool. Si j'avais une discussion avec un ami, je me disais Ah ouais, peut-être je devrais mettre ça dans la vidéo ou avec ma fiancée. Puis à un moment donné, c'était le fun au début, mais là, je dirais que quand ça dépasse un trop gros pourcentage de sa bande passante, ça devient. C'est le temps de prendre une pause, en fait. J'avais pas pris de pause en quoi, 5 ans et demi. Comme, j'avais commencé en 2017, j'avais pris une pause en 2018. Puis là, bon, il était temps que je prenne une pause, je pense. Non, mais ça, j'allais dire, parce que moi, depuis qu'on travaille très proche ensemble, depuis genre 2019, tu sais, du moins, t'avais jamais eu de pause, c'était tout le temps constamment, comme tu dis. En plus, il y avait eu Crypto Recherche qui avait débuté, fait que c'était comme rajouter de la charge. Fait que je comprends que, comme tu dis, que ça occupait plus que 50% de ton esprit, ça devait être 95%. Mais Ouais, c'est c'est ça. Ben, cool, quand ça. on compte toutes les autres choses, c'était quand même assez intense, là. Mais tu sais, c'est une vie le fun, pareil. C'est une vie agréable. Je trouve que tu sais, on peut parler de ce qu'on aime, puis ça permet aux gens d'en apprendre sur la finance, les cryptos, qui est un milieu intéressant. Puis là, ben, on continue à le faire avec Crypto Recherche, là. Puis Puis, mais la charge est correcte, là, tu sais. elle est plus concentrée, j'imagine aussi, puis c'est plus directionné. Mais je suis curieux, Paul, tu sais, surtout d'avoir ton retour, parce que là, on s'entend, moi, je commence à faire une chaîne YouTube, je commence un peu à m'exposer en tant que créateur de contenu. J'étais curieux d'avoir un peu ton retour sur justement une personne que ça va faire 10 ans, tu sais, dans quelques mois, dans le sens que tu as commencé à faire ton premier vidéo. C'est quoi la vie de créateur de contenu? Tu sais, comment que ça a été ton learning curve? Est-ce qu'il y a des leçons ou peut-être quelque chose que tu aimerais dire à ton jeune Paul qui débutait, par exemple, maintenant que tu regardes un Euh, peu le chemin à l'envers? Ben, bonne question. Ben, quand j'ai fait ma vidéo que j'annonçais que j'allais faire une pause, j'ai comme retourné voir mes anciennes vidéos que j'avais faites en 2017. Ouais. Même j'en avais fait avant, là. J'avais une chaîne de sport en 2014, je pense, 2015. Ok. Puis j'ai regardé ces vidéos-là, puis je me suis rendu compte que le Paul de 2026, par rapport au Paul de, mettons, 2017 qui commençait en crypto, c'était pas pareil. C'était pas la même mindset, c'est pas la même mentalité. Puis une leçon qui est vraiment primordiale que j'ai appris, là, que si j'avais à parler à la version plus jeune de moi là, qui commençait ça serait euh, faut faire ça parce qu'on aime ça, par passion, pas parce qu'on veut plus de followers, plus d'argent ou quoi que ce soit. Aussitôt qu'on tombe avec cette espèce de pression-là, je dois faire une vidéo à chaque tant de temps ou à chaque euh, ben souvent, c'est ça. On a une pression. Moi, je m'obligeais à en faire une par semaine. Ben là, ça t'oblige à trouver des trucs à dire. Puis ça peut être une pression inutile. Puis c'est là qu'au fil du temps, ça enlève le fun. Tu sais, avant, c'était comme une inspiration qui venait je dois absolument partager ça il faut que je trouve du contenu parce que je me suis dit que j'allais faire une vidéo par semaine. Quand Mhm. c'est un engagement envers moi-même, là, c'est juste parce que je suis intense quand je fais un truc. J'aurais pu me dire, je fais une vidéo quand je suis inspiré, mais
Fait que ça, je pense que ça a été un gros truc qui a pesé dans la balance de garder ça quand on a une inspiration et on a vraiment de quoi qu'on veut dire. Là, Puis c'est ça, quand je vais reprendre la chaîne, ça va être vraiment ça. C'est ça que j'allais dire. Je pense que c'est un peu aussi une leçon que tu as déterrée récemment avec la pause, parce que je me souviens juste avant que tu arrêtes, tu te posais souvent la question, ah, de quoi je devrais parler, qu'est-ce que je devrais dire. Ce qui résonne bien avec ce que tu dis, de l'inspiration versus se donner un devoir de faire un contenu. Là. C'est vrai que ça vient de deux endroits différents dans un sens. Ouais, puis je dirais, on dirait que tout ce que j'ai fait dans ma vie, quand le but c'est d'avoir du fun, puis de partager, puis de vouloir aider les gens, c'est là que ça marche. Puis quand que le but devient autre, que mettons, ah, je dois faire un contenu, ça marche pas. Ou je veux monter à tant de followers, ça marche pas non plus. Parce que quand j'ai commencé la chaîne, là, il y a presque 10 ans, mon but c'était d'aider mes amis parce que je me faisais poser tellement de questions sur les cryptos. Je me suis dit, si je fais une vidéo, j'ai pas besoin de répéter 50 fois la même chose, ils peuvent regarder la vidéo. Puis de fil en aiguille, après, ça l'a monté à aider pas juste mes amis, mais la planète entière, là, disons. Ben oui. Ouais, puis on s'entend, tu sais, 140 000 followers sur YouTube dans le domaine des crypto-monnaies. Puis là, c'est sûr, maintenant, une orientation un peu plus orientée sur le monde de la finance, mais pareil, dans la niche francophone, tu fais partie des joueurs importants. Donc, le côté, peut-être que les gens avaient des attentes aussi, tu sais. Hey, pas on veut sa vidéo de la semaine. Toi, tu le sais que les gens attendent ta vidéo. Donc, tu continues encore plus de tourner et tourner. C'était plus juste intrinsèque, si on veut. Ça vient aussi de l'extérieur à un certain niveau, là. Ouais, puis je dirais, il y a ça aussi à faire attention, c'est tout ce qui est les commentaires, je dirais, les commentaires. Parce que autant que tu sais, je recevais en 400, 500 commentaires par vidéo, mettons, 99% des commentaires étaient bons, 1% étaient mauvais, mais se faire dire 350 fois qu'on est bon, qu'on est gentil, ben, puis que, ah, on a hâte à ta prochaine vidéo, ben, ça crée comme un truc dans la tête à force de se le faire dire à chaque semaine, ah, faudrait que je sois là pour eux, il faudrait que je sois là, ils comptent sur moi. Ouais. Puis à l'inverse, les commentaires négatifs, admettons que je prenais une semaine de congé parce que j'étais malade puis je pouvais pas parler. Là, je me faisais écrire, hey, t'es un sale lâche, t'as pas fait de vidéo, le marché est en train de cracher, tu vois, puis t'es pas là. Fait il y a comme une certaine pression que ça s'installe insidieusement au fond de la tête, puis ça prend de l'espace si on le laisse prendre de l'espace. Puis le fait de ne pas prendre de pause, ça fait qu'on est moins connecté avec soi-même, puis à un moment donné, c'est des facteurs externes qui drivent un peu plus qu'est-ce qu'on fait, on dirait. En tout cas, Ouais. c'est ça que ça l'a fait. Puis j'imagine, tu sais, mettons, un créateur de contenu, je sais pas, de sport ou ces trucs-là, ça vient peut-être affecter différemment. Mais toi, par exemple, d'un point de vue investisseur, d'avoir une pression externe, de sentir que tu dois deliver aussi du contenu, recevoir les commentaires. Peut-être que des fois aussi, d'un point de vue juste simple investisseur, c'est quasiment une pression que tu te dis, aïe aïe, je pourrais juste être derrière mon écran, pas de caméra, avoir les pensées libres, puis pas être influencé par rien. Mais là, il y a comme un devoir de créateur de contenu qui embarque, j'imagine. Ouais, ben, dans les derniers mois, admettons, là, de ma chaîne, je vais continuer, là, mais dans mes derniers mois, il y avait cette pression-là qui était plus du tout, plus du tout agréable, honnêtement. Puis on avait déjà parlé, ça faisait 1 an que je voulais prendre une pause. C'est juste que je m'étais dit, ah, je veux y aller jusqu'à la fin du bull run, on va voir ce que ça va donner. Puis là, finalement, on a eu aucune montée sur les altcoins. Ça a été plutôt catastrophique de ce côté-là. Puis là, je suis là, bon, ben, quand est-ce que je prends la pause finalement? Il faut que Ouais. j'apprenne à m'en tenir. Ouais, puis toujours tout vouloir timer. Si on serait capable d'autant bien timer tout, je pense que ça serait trop facile dans un sens. Là. C'est les événements aléatoires de la vie qui nous prend par surprise. Mais je trouve ça vraiment intéressant, ton retour. Puis juste un peu lié à ça, justement, la création de contenu, puisqu'on s'entend, là, on parlait du point de vue public. Mais je voulais te poser la question parce que c'est un élément que je pense qui n'a jamais été vraiment discuté. C'est le pourquoi avoir créé Crypto Recherche. Puis peut-être après ça, je pourrais te dire pourquoi je m'étais joint à toi. Mais je suis curieux de savoir, tu sais, c'est quoi la différence entre créer du contenu sur YouTube public versus un groupe privé? C'est quoi l'avantage? Puis aussi, un peu ton ressenti face à cette expérience-là qui maintenant fait quasiment 4 ans que c'est en vie, Crypto Recherche. Donc, c'est assez remarquable aussi. Ouais, merci. Ben, écoute, la différence entre créer du contenu gratuit et du contenu payant, là, c'est un petit peu ça la différence. C'est que, bon, il y a 2 différences, je peux dire. La première, c'est que quand quelqu'un paye, il est engagé beaucoup plus que quand c'est du contenu gratuit. Donc là, c'est comme on n'a pas le choix. Si on veut faire du contenu plus poussé, c'est normal qu'il y ait une contrepartie payante de mon côté parce que Mhm. même moi, là, je suis abonné à des newsletters gratuites, je ne les lis pas.
Mais je suis abonné à une newsletter que je paye 10 par mois, je vais tout lire là, sans. Fait que ça va avec. Ça, c'est la partie numéro un. Puis la réelle partie pourquoi j'ai créé Crypto Recherche aussi, c'est que je trouvais que le contenu que je faisais ne pouvait pas aller très profondément quand j'étais exposé publiquement parce que, mettons, si je voulais parler d'un petit projet, quelque chose de plus pointu, mais ça ne touchait pas à tout le monde, puis c'est pas nécessairement ça que les gens voulaient entendre. Ça, c'était une des parties que je voyais avec le temps. Aussi, je ne pouvais pas vraiment m'exposer de la même façon que sur Crypto Recherche. Parce que sur Crypto Recherche, je partage entièrement mes positions, mais tu sais, je vais faire un post dans la semaine, 2 posts dans la semaine, alors que sur mes vidéos, je m'engageais à faire une vidéo à peu près par semaine. Donc là, les gens n'étaient pas au courant de ce qui se passait réellement, quand est-ce que j'achetais puis je vendais, parce que c'était pas le but de la chaîne non plus de partager mon portfolio. Puis, je me suis rendu compte après, entre 2017 et 2021, pour avoir vécu 2 bull runs, que les gens voulaient avoir un suivi plus pointu. Puis moi, ça me tentait d'avoir un groupe que je pouvais vraiment partager ce que je fais, aller plus profondément dans mes réflexions. Puis je sentais que j'avais les compétences pour faire ça parce que ça faisait des années que j'étais profitable en tant que non seulement trader et investisseur. Là, je me suis dit, ben, ça peut être intéressant de partager ma vision de façon plus profonde. Puis c'est là que Crypto Recherche est né. Puis moi, depuis 4 ans, là, en ce moment. Ah, puis je pense que tu as mis le doigt dessus un peu dans le sens que, d'un point de vue public, parfois, rester un peu générique, rester un peu, on pourrait dire, accessible. Parce que c'est pas tout le monde qui a le même niveau de profondeur de connaissance. Tandis que dans Crypto Recherche, tu exposes carrément tes thèses de A à Z, c'est vraiment plus technique. Il faut certainement un niveau plus avancé que quelqu'un qui regarde des vidéos pour du divertissement, par exemple, de vidéos gratuites, ce qui est totalement normal. Mais c'est pas la même profondeur d'information. Il y avait un autre point aussi, c'était de protéger le contenu que je créais, justement, parce que, tu sais, à chaque fois que je parlais d'un truc, tu l'as vu, là, à peu près 80% des créateurs de contenu crypto francophones répétaient la même chose que je disais dans mes vidéos publiques. Peut-être 90%, mais au moins sur Crypto Recherche, il y avait le mur du paiement qui bloquait quelques-uns, mais quand même, on l'a vu chaque fois que je parlais d'un truc, mystérieusement, tout le monde le connaissait tout d'un coup. Puis ça a été un truc qui a été compliqué, je dirais. C'est comme si j'étais la face des cryptos là, pour ce cycle haussier-ci. Chaque fois que je disais un truc, chaque fois que je prenais une position, on dirait que tout le monde prenait la même position. Fait que si je me trompais... Ou du moins la regarde. La regarde. C'est soit des critiques, soit de l'approbation, mais c'est tout le temps on the spot. Ouais, tout le temps, c'est ça. Là, des fois, je me dis, pourquoi je fais ça? Je devrais juste être chez nous, dans mon bureau, puis trader mes affaires sans avoir à me mettre cette pression-là qui est inutile, là, finalement. Puis, ouais, c'est ça. Fait que quand je faisais un bon coup, c'est super, mais là, c'était jamais de ma faute. Là. C'est les influenceurs qui disaient, regarde, c'est moi qui ai découvert tel crypto. Mais quand je me trompais, c'est la faute à Paul Crypto Formation. Puis, ça en est venu qu'il y a eu beaucoup de jalousie. On l'a vu dans la communauté francophone, qu'il y a eu des alliances entre créateurs de contenu qui se sont mis contre moi, qui ont envoyé leur communauté pour m'envoyer de la merde sur les réseaux sociaux. Ça a été une période difficile, honnêtement, parce que pour moi, je fais ça pour aider les gens. Fait que me faire envoyer chier à chaque jour, c'était pas un truc que j'avais planifié dans mon agenda, mettons. Là. Non, puis ça, on dirait c'est quelque chose qui est très particulier au monde des crypto-monnaies. J'ai rarement vu des analystes financiers de la bourse avoir cette réalité-là. Peut-être parce qu'on est moins curieux dans ce sujet-là, mais on le devient de plus en plus. Mais en soi, c'est vraiment quelque chose qui est très lié aux crypto-monnaies, ces affaires-là d'un peu créateur de contenu contre créateur de contenu. C'est assez spécial comme dynamique. Ouais, je pense que c'est le marché qui a le plus d'émotions qui existe. Puis, tu sais, les créateurs de contenu, on en a vu plein commencer. C'est toujours la même chose. Dans les cycles aussi, on en voit plein de nouveaux. Puis, chaque fois que tu achètes un truc, ça monte. Fait que là, la plupart des gens se pensent pour des génies, n'ont pas connu une baisse de marché. Donc là, ça crée des espèces de conflits avec l'ego, les émotions d'excitation, puis tout le monde va être le gars qui a dit que tel truc a monté. Puis ça, c'est un truc que je voulais jamais faire, être le gars, me vanter, grâce à moi. Mais à la longue, j'ai vu qu'à force de lire les commentaires, me faire attaquer de tous les sens, ça donne envie de dire, ben non, gars, c'est moi qui l'ai trouvé, ce truc-là, c'est pas toi. Mais j'ai jamais voulu embarquer dans ces guerres-là, mais des fois, là, c'est venu me chercher, je te dirais. Là. Je comprends. C'est humain en même temps.
Si je peux me permettre aussi, puis, tu sais, une petite tranche d'anecdote pour que les gens comprennent un peu pourquoi Paul et moi on se connaît depuis maintenant plusieurs années, c'est que initialement j'avais invité Paul dans un des petits regroupements de discussion qui s'appelait Crypto Club pour parler des cryptos. On se rejoignait à chaque lundi Ouais. par exemple pour 2 semaines. Avec Pierre. Puis ouais, avec Pierre, shout-out à Pierre. Ouais. Mais en gros, tu sais, t'avais même pas 20 000 followers, je crois, à ce moment-là. Puis tu me disais que tu recevais beaucoup de courriels de gens qui avaient besoin d'aide technique. Puis c'est là que j'ai proposé de pouvoir aider les gens de ta communauté d'un point de vue technique. Puis ça a été un très beau cycle d'apprentissage pour moi parce que j'ai vu vraiment tous les cas qui pouvaient exister sur la finance décentralisée, sur les types de hacks, etc., etc. Puis quand tu m'es arrivé avec le projet de crypto-recherche, ben, j'ai trouvé que c'était brillant parce que moi, un des éléments que je trouvais qui manquait dans le monde des crypto-monnaies, de l'éducation financière de ce domaine-là en général, c'était un safe space. De pouvoir être un endroit où que les gens puissent venir poser leurs questions, que la personne qui va leur répondre ben, est vraiment alignée avec cette personne-là, parce que tu voyais sur des groupes Facebook, les gens allaient poser des questions, ça reçoit des messages en privé par des fraudeurs. C'était le Ouais. chaos total. Ça arrêtait jamais. Puis moi, ça a été vraiment mon pourquoi je me suis associé avec Crypto Recherche. C'était, je me disais, c'est une opportunité en or de donner une plateforme aux gens pour, un, voir un investisseur professionnel d'une manière transparente, qui était plutôt ton rôle. Puis moi, de l'autre côté, c'était de venir apporter un support technique à ces gens-là pour pouvoir les aider à ne pas se faire frauder, la prévention de la fraude. Puis honnêtement, c'est un truc que je suis quand même fier de Crypto Recherche. Puis j'ai pas de métriques précises pour le dire, autre que mes expériences. Mais avant qu'on commence Crypto Recherche, je pense que j'ai vu pour 15-20 millions en fraude. Là. Tu sais, c'était complètement incroyable. Depuis qu'on a Crypto Recherche, je pense que j'ai vu centaines de milliers. C'est sûr qu'on ne parle pas des hacks et des exploits qui arrivent en finance décentralisée Ouais. dernièrement, mais je parle d'individus. Fait que ça, Ouais, mais je pense qu'on on a aidé à un certain point, je pense. je pense qu'on peut être fier de ça. Parce que Ouais. c'est vrai, quand tu es arrivé, c'était vraiment la catastrophe. Là. Tu te souviens, avec le groupe Telegram, à chaque semaine, même à chaque jour, il y avait un faux compte de Paul Crypto Formation qui réussissait à voler de l'argent à la communauté, soit par le Telegram, le Twitter, le YouTube. C'était terrible. Puis le plus terrible là-dedans, c'était que c'était toujours ma face Ouais. qui était là pour voler les gens. Quand c'était pas moi, là, c'était un salaud de fraudeur qui mériterait d'aller brûler en enfer. Mais tu sais, depuis que tu es arrivé, puis on a vraiment pris ça en main, la sécurité, vraiment les cas de fraude ont énormément diminué, puis ça, c'est En vraiment une tout cas, bonne chose. Ouais, je serais curieux de voir, mais je pense qu'on a fait un certain travail d'éducation, puis moi, c'était vraiment ça qui m'a motivé. Puis je pense, autant d'un point de vue mission, de montrer des actions d'une manière transparente, de pouvoir donner, tu m'avais déjà dit ça, ah ben je voulais créer le groupe que j'aurais voulu avoir lorsque j'ai débuté à investir. Ben, je pense qu'il y a quelque chose de beau qui s'est fait à travers ces quatre dernières années-là. J'ai surtout hâte de voir ce qui nous réserve les 4 prochaines années. Fait que, ouais, ouais, il va y avoir de l'action. Ben ouais, ça, c'est vrai. C'était le groupe que j'aurais toujours voulu avoir quand j'ai commencé en crypto. Là. Tu sais, justement, c'est ça qui manquait. Tu n'avais pas de place centrale où est-ce que tu avais des gens que tu peux faire confiance, qui avaient de l'expérience. Puis on l'a créé. Fait que ça, c'est cool. exact. Puis justement, un peu lié à ça, tu sais, c'est une question que j'aime beaucoup demander aux gens souvent quand j'ai une discussion avec eux, crypto, bitcoin, peu importe. Puis là, tu parlais de tes débuts que tu aurais aimé avoir un groupe. Toi, c'est comment que tu as entendu parler la première fois de Bitcoin ou des cryptos? Puis c'est quoi qui t'avait excité, admettons, à propos de ce domaine-là? C'était quoi qui t'avait attiré pour après ça devenir un créateur de contenu? Ben, moi, au début, c'est que j'avais étudié le système financier puis compris comment que les banques centrales fonctionnaient puis que notre argent est imprimé à partir de rien tous les jours puis on se fait diluer notre pouvoir d'achat par des gouvernements puis les banquiers centraux. Puis là, je cherchais des actifs qui étaient pas possibles d'imprimer à partir de rien puis qui avaient une quantité limitée en quantité. Puis dans ce temps-là, c'était l'or et l'argent qui étaient pas mal les deux seuls. Puis là, après, j'entendais parler de Bitcoin tranquillement, de plus en plus. Dans certains rapports que je lisais de gens en finance qui disaient que c'était un actif de ce genre-là qui pouvait aller beaucoup plus haut. Puis, puis là, ben, j'ai acheté mes premiers Bitcoins en 2016 pour juste en avoir, tu sais, commencer à mettre leur tête dans l'eau.
Puis après ça l'a monté. J'ai découvert c'était quoi la décentralisation, posséder réellement ses actifs sur Internet grâce à la blockchain. Puis là, après, ben, de fil en aiguille, j'ai découvert Ethereum, les ICO, toutes les autres altcoins qui sont sortis. Puis une fois que tu comprends la décentralisation puis le potentiel de la blockchain, en tout cas du moins en 2016-2017, c'était révolutionnaire. Puis là, je comprenais qu'on pouvait avoir un système financier parallèle à ce qu'on avait avec les gouvernements puis les banquiers centraux, qui était hors du système puis de la matrice, si on veut. Puis après, une fois que j'ai compris ça, j'étais un peu hooked. Mais disons maintenant que les objectifs de la blockchain ont pas mal changé. Oui, peut-être Bitcoin est encore là pour ça, pour avoir une monnaie qui est décentralisée, mais toutes les autres technologies vraiment sont absorbées par Wall Street puis les banques privées maintenant. Là. Donc, c'est plus les mêmes objectifs, là, je dirais. Qu'un jour, Mathieu, crois-le ou non, d'après moi, dans 5 à 10 ans, on va se faire traiter de boomer d'être dans le marché des cryptos. Fait que, là, je pense que c'est encore bon, mais à un certain moment donné, il faut continuer d'être avant-gardiste puis regarder les autres opportunités. Puis là, c'est pour ça que tranquillement, on s'intéresse à tout ce qui est les robots humanoïdes, l'intelligence artificielle, à l'exploration spatiale privée où est-ce qu'il y a de l'argent à faire. Mais aussi les cryptos, parce que ça reste encore qu'il y a le vent dans le dos de ce côté-là. Ah, ben c'est bon. Puis, en fait, ce que je trouve intéressant de ce que tu dis, puis je pense que t'es quelqu'un qui a quand même vécu une bonne partie de l'industrie, dans le sens que, tu sais, quand on rentre en 2016, c'est encore une industrie qui était vieille de peut-être, quoi, 6-7 ans maximum, avec le lancement du Bitcoin qui venait d'arriver, puis le début des ICO. Mais ce que je suis curieux de savoir, c'est quand tu dis, par exemple, que euh, les technologies sont absorbées par Wall Street ou par les grands de ce monde, est-ce que tu crois que tous les aspects de décentralisation sont autant importants qu'ils l'étaient, ou ça va être certains volets, comme par exemple Bitcoin, OK, on a une monnaie décentralisée, Ethereum ou Hyperliquid, par exemple, ça nous permet de faire des échanges décentralisés. Mais est-ce que tu penses que l'adoption va vraiment passer par des secteurs décentralisés, ou au contraire, on va voir une certaine centralisation de ces outils-là? Ben, je te dirais, les acteurs de l'écosystème crypto ont tellement changé Hmm. que ça a changé complètement la game. Tu sais, avant, on parlait avec des acteurs en 2017 de l'écosystème crypto. C'était tous des gens qui voulaient changer le système, qui avaient ça à cœur, qui voyaient comment c'était pourri, puis c'était corrompu, puis qui voulaient faire quelque chose d'autre. Maintenant, on parle avec les gens en crypto, c'est tous des couilles molles qui veulent le prochain 100x. Fait que je pense qu'honnêtement, pour moi, le projet de décentralisation, puis le fait que ça va qu'on va avoir un monde qui est différent, on oublie ça. Là. La seule chose qui compte maintenant, c'est que la technologie est meilleure, puis ça fait que c'est plus facile de faire des transactions, puis ça sauve des coûts pour le C'est système ça. bancaire actuel. Puis ça, c'est un méchant gros vent dans le dos pour faire des profits. Là. On ne faut pas se le Oui, oui, cacher. oui, oui, oui. Puis, comme tu parles des échanges décentralisés, puis de pouvoir échanger sa monnaie de façon décentralisée, ça existe encore. Est-ce que ça va être un jour adopté? Je ne sais pas. Je pense que ça va être adopté par les gens qui comprennent peut-être, mais est-ce que ça va être un truc qui va être majeur pour les transactions dans le monde? Peut-être, je ne sais pas. On verra. Hmm. Mais pour Mais je- l'instant, c'est plus pour moi une fusion entre le système bancaire traditionnel qui va utiliser la blockchain pour leur procéder. Là. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi que c'est plus une question d'optimisation, puis de, comment je pourrais dire, peut-être enlever certains intermédiaires inutiles, mais c'est beaucoup lié à juste améliorer le système actuel. Tu sais, c'est plus, comme tu dis, changer le système. Oui, par défaut, ça le change à certains niveaux. Par exemple, le principe de pouvoir avoir ses propres actions on-chain. Bon, ça va peut-être éviter des cas comme qu'on a vu avec GME par le passé, avec Robinhood. Mais de le dire que ça change le système, Ouais, on n'est plus c'est là. Là, relatif. Ouais, c'est ça. ben, juste Ouais. les gens, là, comme je te dis, c'est de voir les discussions qu'il y a quand on va dans des meetings ou les discussions qu'on a avec les gens ou juste sur X, la masse qui est dans les cryptos, ça n'a plus rien à voir. Là. Ça n'a plus rien à voir Mhm. avec ce que c'était. Non, ça a drastiquement évolué, c'est sûr. Puis tu sais, c'est d'autres types d'acteurs, là. Je pense que tout était rentré beaucoup dans le temps où il y avait beaucoup des spéculateurs, des gens un peu plus à risque qui venaient pour les gains, pour le changement drastique. Puis maintenant, on est rendu quasiment avec des gens qui veulent... Tu sais, ils vont investir dans XRP en se disant, ah, ça va être adopté par les gouvernements. Tu sais, autant que XRP était
vu d'un mauvais œil il y a 4 5 ans parce que Ouais, c'était juste le prolongement du système financier. Fait que ouais. c'est Ben, tu sais, drôle. avant, c'était Bitcoin, on fuck les banques centrales, on fait notre C'est propre ça. monnaie, notre propre système. Puis là, maintenant, c'est s'il vous plaît, BlackRock achète plus de Acheter nos Bitcoin. bitcoins, c'est ça. Ça n'a plus Ouais, rapport, là. changement de paradigme, là, clairement. Puis si on revient un peu sur les secteurs que tu as parlé, parce que tu sais, je comprends que maintenant tu ouvres beaucoup ton horizon, puis ça a été quelque chose qui a été beaucoup discuté puis démontré aussi dans la crypto-recherche, justement. Y a-tu un secteur en particulier qui t'excite un peu comme les cryptos t'excitaient en 2016? Y en a-tu un qui était comme celui-là, là, faut. Oh, sans nécessairement potentiel de gain, juste peut-être promesse technologique et potentiel de gain, là, je sais pas. Je sais pas s'il y Ouais, en a un qui. ouais, je comprends. Ben, comme pour dire qu'un secteur m'excite, c'est que je l'achèterais ou j'utiliserais la technologie, mettons. Ouais. Puis moi, en ce moment, il y en a deux, je dirais. Les robots, Hmm. autant les robots humanoïdes que les véhicules autonomes, ça c'est un secteur que je pense que on a le ciel bleu, là, tu sais, c'est nouveau, là, ça commence, ça existe même pas, là. Il n'y a pas encore de robots humanoïdes qu'on voit dans les maisons ou dans des industries. Ça commence tout juste maintenant. Fait que ça, pour le potentiel de gain, pour moi, c'est équivalent au crypto. Puis deuxièmement, pour l'utilité que ça va avoir, ben c'est même pas, on peut même pas comprendre encore. Tu sais. Ah ouais, Imagine, on c'est met ça. l'intelligence artificielle qu'on a globale en ce moment, puis on la met dans un robot pour faire certaines tâches. Ça peut être juste incroyable qu'est-ce qui se passe. Fait que ça, c'est un des secteurs. Puis le deuxième secteur, bon, je ne veux pas aller dans l'espace, là, c'est pas ça qui m'intéresse vraiment, là, mais de voir les développements au niveau du spatial, tu sais, parce qu'avant, on ne pouvait pas investir dans les compagnies qui allaient dans le spatial. C'était juste des agences gouvernementales comme la NASA, puis bon, je ne sais même pas les autres noms des autres pays, là, mais c'est le plus populaire. Puis maintenant, on peut investir dans des compagnies qui font soit des satellites ou des matériaux pour des bases sur la Lune, parce que c'est un des objectifs qui s'en vient aussi prochainement. On a l'IPO de SpaceX qui arrive au mois de juin, donc je pense qu'encore, on voit toutes les compagnies du spatial dans lesquelles on a investi sur Crypto Recherche qu'on a parlé, qui sont en train de monter actuellement, avec l'IPO de SpaceX qui s'en vient au mois de juin. Je pense que l'excitation va continuer jusque-là, mais après, possiblement que cet été, ça va corriger. C'est toujours ça, les secteurs nouveaux, c'est par vague. On a des montées exponentielles, correction de 80 montée exponentielle. On va être là-dedans dans ces deux secteurs-là. Mais ces secteurs-là, pour moi, c'est vraiment intéressant. Puis avec l'intelligence artificielle, ce qu'on peut faire Ouais, aussi, c'est le ouais. troisième secteur. Ouais, fait que c'est ces trois secteurs-là, je dirais, qui, mettons Ah, je que comprends. c'est le plus Ah, excitant en ce moment. Mais ouais, les parce que cryptos sont encore là, sont encore dans les parages. les cryptos, c'est l'outil, tu sais, c'est un outil de transaction. Fait qu'autant pour l'IA, par exemple, tu parlais, tu sais, on le sait, les agents IA, les cryptos sont là, font beaucoup de sens. Après ça, tu sais, quand on pense à tout ce qui est, par exemple, spatial, tout ce qui est également les autres secteurs en général de croissance, peut-être qu'il y a des manières que les cryptos peuvent être, ou du moins les technologies blockchain peuvent être intégrées. Mais est-ce que ça va être du Ethereum? Est-ce que ça va être du Solana? C'est là où Ouais. ça devient, c'est là que ça devient Ouais, c'est ça, une il faut autre paire de investir manches. dans l'infrastructure puis être patient après, là. C'est ça. Mais tu sais, les cryptos, de toute façon, l'avenir est vraiment exceptionnel à cause des agents IA là, tu sais, qui ont besoin de faire des transactions entre eux, parce qu'on arrive à un monde où est-ce que des robots vont transiger entre robots puis vont faire des transactions Exact. pour nous. Puis là, ben, étant donné qu'ils ne peuvent pas avoir de compte bancaire, ça, on en a parlé, puis de numéro d'assurance sociale, ils ne peuvent pas avoir de compte bancaire. Donc, ça leur prend un endroit où est-ce qu'ils peuvent avoir de l'argent, mais que s'il arrive un problème, au moins, ça n'attaque pas notre propre compte bancaire. Parce que moi, je ne donnerais pas accès à mon compte bancaire à un robot actuellement, là, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Puis juste d'un point de vue, tu sais, données qu'on va générer avec nos robots, puis ça, c'est un truc qu'on commence à voir de plus en plus. Tu sais, il y a des entreprises qui vont commencer à adopter l'intelligence artificielle, mais il faut que ce soit des intelligences artificielles locales. OK, ben pour Ouais. storer ces données-là, ça va prendre des bases de données qui sont sécuritaires. Bon, c'est peut-être la blockchain, c'est peut-être, tu sais, c'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs, je crois, dérivés de ça. Puis en soi, c'est une technologie, les cryptos, qui va être intégrée selon les demandes. Mais je pense que ça va être vraiment intéressant de voir le futur. Puis un autre petit parallèle à ce qu'on vit présentement, puis je trouve ça intéressant, c'est autant les robots humanoïdes, nous, c'est l'évolution humaine qu'on a de notre génération. Mais je sais pas si tu te rappelles, on recule peut-être il y a 30 40 ans, des genres de robots qui allaient travailler dans des usines. Les gens croyaient que ça allait être la fin du monde, que ça allait être la perte des emplois catastrophique.
Puis là, on a un peu le même narratif avec le robot humanoïde, mais je me dis, tu sais, le robot humanoïde va juste faire des choses que les humains ne veulent plus faire, donc peut-être venir pallier à certains manques de main-d'œuvre qui sont moins populaires. Puis ça va juste nous permettre d'apporter une meilleure qualité de vie à l'homme, à l'humain en général. Donc, je trouve ça assez intéressant des fois voir les parallèles entre, quand je faisais Ouais, des bulles des anciens cycles à maintenant, puis on a vu le dot-com avec les AI, tu sais, on voit qu'il y a des parallèles à dresser, mais c'est tous des trucs qui vont venir, quand je pourrais dire, amener un avancement. Puis il y avait quelqu'un qui avait dit ça dans la fois, il disait, je pense pas que l'IA c'est une bulle tant que ça, parce que quand tu y penses, qui est-ce qui serait autant productif maintenant sans l'IA? Reprends ton travail comme tu faisais il y a 2 ans, avant que ChatGPT arrive. Tu vas voir, tu es beaucoup moins productif. Donc, juste ça, ouais, pour lui, ça pointait une certaine direction d'avenir. Je trouve ouais, ça c'est vrai. logique. Puis là, on entend toujours des fins du monde qui pourraient arriver dans les 5 prochaines années. Il n'y aura plus d'emploi, on va être sur le C'est revenu ça. universel. Ben, moi, ça, je pense qu'il faut faire attention avec ça. Chaque fois qu'il y a une révolution technologique, qu'on passe par le Internet ou les voitures ou peu importe, là, ça a juste fait que les gens, ça crée plus d'emplois habituellement. Ça enlève certains emplois, mais ça en crée plus. Puis ça crée juste un monde qui est plus facile à vivre dedans, là. Puis moi, je pense que tous les trucs de dire dans 5 ans, on n'a plus d'emploi, j'ai l'impression pour l'instant que c'est juste une technique marketing des compagnies d'IA pour aller chercher plus de financement en ce moment, là. Parce que on verra, là, peut-être qu'il Mais y a t'as un mix vu, entre les deux, là, mais je sais pas si t'as vu une nouvelle, ça m'a fait rire, parce il disait que les, 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 les dépenses pour l'IA de certaines entreprises vont venir à être plus chères que d'avoir des employés. Fait que là, c'était comme si les dépenses d'exploiter l'intelligence artificielle, c'était rendu plus cher que simplement avoir ton employé sur le payroll comme d'habitude. Fait que, comme tu dis, moi, je le vois que c'est du développement, puis je pense que l'humain, le changement fait toujours peur, dans le sens que tu as dit l'automobile, mais Henry Ford a été populaire pour sa fameuse phrase qui disait si j'aurais demandé aux gens qu'est-ce qu'ils auraient désiré, ils m'auraient demandé des chevaux plus rapides. Mais maintenant, grâce à l'automobile, grâce au transport, on peut transporter de la marchandise à travers le pays, on peut aller dans des villes, tu sais, ça a tellement d'avantages là, que le cheval n'aurait pas. Là. Donc, mon point, c'est ouais, juste que souvent, on a nos petites œillères, puis c'est dur de voir plus loin que notre ouais, réalité. ben exactement, là, comme justement les robots humanoïdes. J'ai déménagé, là. Ouais. Puis là, il y a 2 étages dans la maison dans laquelle je suis. Puis les déménageurs transportaient des divans tellement lourds, puis des meubles tellement lourds, puis j'en ai vu un qui a failli se blesser. Je suis comme, quel job difficile que ça pourrait être un robot humanoïde qui le prend. Puis, parce que ces gens-là sont toujours blessés là, dans le déménagement, par exemple. C'est juste un exemple. Mais Où, c'est un des meilleurs exemples. C'est un des meilleurs exemples. où je- Même chose pour les gens qui ramassent les poubelles. Souvent, j'avais vu une entreprise qui commençait à scanner les travailleurs pour pouvoir les remplacer par des robots. On pourrait se dire, ah, c'est pas bon pour l'emploi. Mais c'est que ces gens-là vont pouvoir être formés, redirigés ailleurs. Même que j'avais un de mes amis il y a une grande usine, en fait, familiale, qu'il avait fait la transition robotique. Puis qu'est-ce qu'il avait fait pour les employés? Il avait simplement offert une formation pour que les gens deviennent des électromécaniciens. Donc les gens étaient payés à aller apprendre à faire un meilleur salaire. Il n'y a personne qui a perdu son emploi. Ça s'est juste amélioré. Donc, Ouais, ouais, exact. Puis un autre exemple que je pourrais donner dans tout ce qui est la robotique, ben là, les véhicules autonomes, j'ai embarqué dans une Tesla ouais. qui conduisait toute seule. Puis hier, je revenais d'une ride de vélo, là. J'avais été à un endroit, je fais 3 heures de vélo, j'étais fatigué, puis je conduisais sur l'autoroute, je me disais, hey, je suis plus dangereux de beaucoup en ce moment que si j'étais dans une Tesla qui se conduisait tout seul. Puis j'imagine pas, là, tu sais, la plupart des gens là, sont distraits là, dans un monde que les gens sont plus distraits que jamais, soit par leur téléphone ou leurs pensées ou sous l'influence de drogue. Mais c'est bien mieux que le véhicule soit autonome puis se conduise tout seul. Le risque d'accident est diminué par 10 que par rapport à un humain. Le temps de réaction est accéléré par 10. À un moment donné, ça fait juste du sens pour la suite des choses. En tout cas, moi, je vois le changement de façon très positive, puis je ne vois jamais du camp qui voit toujours la fin du Le monde. négatif. Ouais, De toute façon, si la fin du monde arrive, Mathieu, là, honnêtement, le dernier de nos soucis, ça va être où est-ce qu'on investit. Là, puis, tu sais, je ouais, sais pas. non, c'est sûr. On est mieux de miser sur la pérennité et la continuité de l'humanité que de miser sur son downfall. Là, tu sais. Les gens qui sont tout le temps en mode fin du monde vont avoir raison une fois. Tant mieux pour eux.
Tant mieux pour eux, après, t'as eu raison, mais après, C'est t'en ça, je profites sais pas pas ce vraiment. qu'il va faire. Exact. Non, c'est assez spécial. Euh, Puis, dans le fond, un petit peu, là, on a parlé des secteurs qui t'excitent d'un point de vue peut-être philosophique et également dans les gains. Y a-tu un des secteurs que tu te dis, ça vraiment, les gains futurs vont passer par là? Là, je dis n'importe quoi, mais par exemple, le nucléaire, on le sait, beaucoup de demandes d'énergie sur les data centers. C'est une ressource qui a été boudée pendant des années. Tout est à Mm. refaire. On voit les gouvernements que c'est un peu la course au nucléaire, soit en France, de réactiver des Ouais. stations qui ont fermé. Tu sais, on dirait que c'est un peu le monde à l'envers. Y a-tu un des secteurs que tu te dis, hey, ça, ce secteur-là, c'est un peu un no-brainer pour les 10 prochaines années? Ouais, tu sais, l'affaire, c'est que il faut regarder où est-ce que on a le vent dans le dos, là. C'est toujours un Hmm. peu, on voit la tendance, puis après, c'est que les gens vont focuser sur un truc. Par exemple, là, tout le monde focus sur Nvidia. Nvidia, c'est la plus grosse compagnie. Mais pendant que tu regardes Nvidia, ben, tu vas manquer, par exemple, SanDisk, qui est dans toutes Ah, les compagnies de mémoire, là. Tu sais, les ouais. cartes qu'on met dans une caméra, par exemple. Ben, ça l'a fait x30 depuis quelques mois. Fait qu'il faut voir les secteurs un peu connexes qui sont nécessaires à ce que le vent, c'est l'intelligence artificielle qui a le vent dans le dos. Quel secteur connexe est comme nécessaire à ça? Puis là, tu l'as dit, le nucléaire puis les SMR, le Small Modular Reactor, pour les centres de données, pour alimenter les centres de données, c'est nécessaire parce qu'on a des demandes d'électricité là, qui sont en train d'exploser. Là. C'est même pas. On n'a jamais vu ça, je pense. Puis, nucléaire, c'est la source d'énergie où est-ce qu'on a le plus de puissance par Ben ouais. unité de. Puis ça a eu une mauvaise presse dans les dernières années, alors que c'est comme en Allemagne, ils ont fermé toutes leurs centrales nucléaires. Le coût de l'électricité a fait x10, puis ils ont réouvert les centrales au charbon en disant que le nucléaire, ça pollue. Quelle bande de dégénérés, tu sais, de politiciens. Qui, quand on sait que le nombre de personnes qui meurent de problèmes à cause du charbon ou de Ouais. la fumée du charbon, de cancer, de saloperie, alors que le nucléaire, c'est l'énergie la plus propre. Puis là, à cause qu'il y a eu une explosion, il y a eu des morts. On ne veut pas ça. C'est déjà arrivé dans le passé, mais il y a beaucoup moins de morts avec le nucléaire qu'avec le charbon. Là. Ça, c'est même pas proche. Là. Mais les médias, quand ils focusent sur un truc, ben c'est ça. Ah, Là, c'était le carrément, nucléaire. Là. carrément. Non, carrément. Par exemple, nous au Québec, on a beaucoup, beaucoup d'électricité hydroélectrique, qui est une superbe richesse. Mais les demandes qu'on a sur le grid, le réseau électrique, pour ces data centers-là, c'est même pas concevable de pouvoir leur répondre par nos infrastructures qui ont pris des dizaines et des dizaines d'années à installer. Puis je jouais au golf avec un monsieur il y a peut-être 2 semaines. Il me contait que lui, c'était un ingénieur pour Hydro-Québec, qu'il avait réparé près de 200 pylônes dans sa vie. Puis il dit, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais nos beaux barrages comme Annex 5, c'est super, ça fonctionne. Mais à la limite que tu as un petit pylône qui tombe, là, t'es foutu, man. Genre, t'es foutu. Puis il dit, nous, on se pointe, on va réparer ça. Puis il dit, des fois, j'ai vu des affaires, c'était catastrophique. Puis là, lui, il me compte ça, puis je suis comme, OK, j'espère que c'est encore bien entretenu, parce que on est tous Ouais. dépendants de ces réseaux-là jusqu'à New York. En tout cas, mon point ici était de dire que le réseau hydroélectrique, bien que c'est une merveille de ce monde, tient sur des fils, littéralement. Ça tient sur des fils. Tellement, ouais, Fait que ouais. quand C'est on vrai. dit qu'un data center va avoir son propre petit réacteur ou que des petites villes peuvent avoir leur propre petit réacteur, c'est un côté indépendant, c'est un côté qui, selon moi, est sous-coté à cette réalité-là. Là. Ben, exactement. Puis c'est pour ça que comme on voit Google qui veut avoir ses petits réacteurs nucléaires à côté de ses centres de données. Puis on en entend beaucoup parler justement par les grosses compagnies qui vont faire des centres de données. Justement, j'étais en train d'analyser un projet de centre de données. Il y avait 5 mégawatts ici au Québec qui étaient Ouais. disponibles. Puis là, je regardais les fils. Puis là, les gars qui sont plus experts que moi en électricité, ils étaient comme, gars, tu vois les 3 fils dans la rue, ben, ça alimente toute la ville et notre 5 mégawatts. C'est comme les 3 fils sur les poteaux. Là. Tout tient à quelques fils. C'est Un vraiment. petit verglas, là, comme qu'on connaît des fois au Québec ou quoi que ce soit, là, tu viens de tout mettre ça à Ah, l'eau. c'est fini. C'est fou, c'est fou. Ah, il y a beaucoup de Ah, risques. ouais. Euh,
Ah, mais c'est intéressant, fait que je comprends que l'énergie, c'est un secteur que tu regardes beaucoup pour les prochaines années, puis selon moi, l'énergie est un peu à la base de l'évolution de l'humain, là, tu sais. On a créé le feu, ça nous a amené ailleurs, on a eu l'hydroélectricité, ça nous a apporté ailleurs. Donc, ce phénomène-là, je pense pas qu'il est prêt d'arrêter, là. Ouais. Euh, Petite question peut-être pour englober, puis je pense que ça peut être intéressant comme pour faire un peu un retour sur ce qu'on a parlé précédemment, si c'est le cas. Si tu avais à commencer à investir aujourd'hui, tu sais, justement un peu un retour que si c'était Paul en 2017, 2016 même, qui commence dans les cryptos, qui commence dans les stocks, qui commence dans toute ta journey d'investissement, en fait, toute ton épopée d'investissement, y a-tu des conseils, je sais pas, des leçons que tu partagerais à ton jeune Paul ou aux éditeurs aussi, peut-être que certains débutent. Je sais pas si tu as des Ah, leçons à partager. il y en a beaucoup. On apprend beaucoup avec les expériences. Là. Ça fait 14 ans que je suis dans les marchés. Ben, ouais, quel est le plus important? T'sais? C'est comme à chaque étape de l'investissement, il y a toujours un nouveau truc qu'on apprend. Là, puis je dirais de un, ça ne sert jamais à rien de s'exciter avec un truc. Là. Mettons, si on investit pressé, là, ça c'est un truc facile. Là. Quand on est pressé puis qu'on sent que si je n'investis pas aujourd'hui, c'est la fin, je vais manquer l'opportunité, ben, ça c'est une grosse erreur, puis ça peut enlever beaucoup de stress, là, c'est pour ça que j'en parle. C'est que, il y a toujours une autre opportunité. Là. Il y a toujours un secteur qui explose. On ne sait pas c'est quel qui va arriver, parce que si on le savait, on serait Ce serait facile. milliardaire. Mais il y a toujours une opportunité. Fait que ça, il ne faut pas stresser là-dessus. Puis l'autre point, c'est quand tu vois l'opportunité. Il y a tellement de millionnaires de salon, tu le sais, là, tu penses honnêtement que ça va être ça, ben investis. Là. Fais pas juste en parler puis dire on a tellement de gens qui disent j'ai entendu parler de Bitcoin en 2015, je le savais, ben pourquoi on s'en fout. Même si tu dis que tu n'as entendu parler et tu n'as pas mis ton argent, ça vaut rien. Là, puis on vote avec notre argent, puis nos actions pèsent beaucoup plus que nos mots. Fait que si on pense vraiment à quelque chose, ben faut. Quand on met notre argent, ça le prouve, puis ça met le point que c'est vrai. Là. Puis, ouais, ça, c'est une grosse leçon aussi que j'ai appris. Là, parce que c'est facile de dire, j'aurais dû, j'aurais. Non, mais tu sais. Quand tu es dedans, ça a toujours l'air pas évident. Tu sais. Mais après, ça a l'air évident. Parce que les chartes sont dégueulasses. Là, tu sais, comme par exemple, tu as investi dans le Bitcoin là, en 2022, là, quand c'était à 16 000 $. Faut que tu crois au Bitcoin. C'est à moins 80% du haut. Toutes les nouvelles sont affreuses dans les marchés. Là, tu dis, moi, je pense que ça va faire encore x5 le Bitcoin. Il faut avoir des convictions puis y aller. À un moment donné, il faut y aller. Puis l'investissement, c'est une prise de risque. Un autre point qui est important, c'est qu'on n'aura jamais 100% raison. Ça, il faut juste en être conscient. Là. À chaque fois qu'on a investi, par exemple, $1 là, ou, mettons, 2 investissements, il faut se dire qu'il y en a un que ça ne marchera pas. Là. Puis c'est normal. Fait que c'est pour ça que je pense que l'idée, c'est de se positionner dans des trucs, comme je disais au début, dans la vidéo, qui ont le vent dans le dos, puis que tu diminues ton risque, comme par exemple juste d'acheter Bitcoin, pas se garocher dans tous les petits altcoins, ça peut être intéressant, ou quand on commence d'acheter du S&P 500 à la place d'acheter des trucs dans des secteurs, parce qu'on sait qu'avec l'inflation puis l'impression monétaire des banques centrales, on fait juste diluer la valeur de l'argent, donc ça, c'est des trucs qui n'arrêtent pas d'augmenter. La valeur des actions tend vers le haut tout le temps dans le S&P 500. Les fonds de retraite sont obligés d'en acheter parce que c'est comme ça, à chaque semaine. Fait que la leçon là-dedans, c'est prends le temps d'apprendre dans quoi tu investis. Avant de mettre $1 dans quelque chose, c'est mieux de comprendre exactement qu'est-ce que tu fais. Puis ça que je veux dire, comprendre exactement qu'est-ce que tu fais, c'est que, par exemple, tu arrives ici au podcast de Mathieu. Mathieu te demande est-ce que tu comprends Ethereum? Ben, tu es capable de le résumer en 2 phrases parce que tu comprends tout ce qu'il y a en dessous. Là, tu as compris. Mais si tu ne sais pas c'est quoi, ben touche pas à ça. Là, parce que pourquoi on ne touche pas à un truc qu'on ne comprend pas? C'est parce que quand ça descend, on n'a aucune conviction pour le tenir, puis on vend au pire moment. T'sais. Fait qu'il faut le comprendre que là, quand ça descend, on a la conviction de racheter quand c'est les bons moments. Puis quand ça va trop haut, on comprend, là, c'est trop haut, ça ne fait pas de sens, ou c'est le temps de prendre un peu de profit. Mais quand la plupart des gens investissent et ne comprennent absolument rien,
Fait que, ouais, de bien comprendre aussi. Fait que, je dirais que c'est pas mal les trucs de base là, que j'aurais à FOMO dire. et bien comprendre, je pense que c'est extrêmement bon. Autant que cliché que ça sonne, que c'est la réalité. Tu sais, souvent, les petites phrases clichés, quand tu la vis puis tu le réalises, tu fais ah, ouais, Ah, je comprends pourquoi tout le monde dit ça. Puis un exemple de ouais. FOMO, puis justement, un peu pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que mon cousin s'était fait voler un peu de Bitcoin à cause d'une fausse application Ledger. J'avais fait une vidéo sur Crypto Recherche qui l'expliquait pour essayer de prévenir la fraude aux gens. Puis là, il m'écrivait, il était comme ah là, j'ai le goût tout de suite tout racheter. Là. Il dit c'est pas vrai que Bitcoin va monter sans moi. Puis là, je disais non, non, attends, tu sais, Bitcoin c'est un marathon. Tu sais, tu vas avoir des moments pour acheter. 2 mois plus tard, on venait de perdre genre 40%. Juste écrit, puis tu vois, tu peux racheter ton stack à moitié prix en ce moment. Tu sais, Là, c'est t'aurais comme. 2 fois plus, c'est ça. C'est ça. C'est genre, faut vraiment être patient. Puis, comme tu dis, bien comprendre. Puis, je pense que c'est un peu là où on essaie de se situer avec Crypto Recherche, puis juste moi avec 2 sats sur le Bitcoin. C'est que je me dis, les gens parfois sont tellement attirés par le gain. Puis ça, je pense, personnellement, c'est un peu une perversion du monde fiduciaire qui dévalue tellement ton cash qui t'oblige de Ouais, performer. Fait que tu te dis, d'investir. je suis tellement désespéré, je m'en aller au casino, tu sais. Let's go, dis-moi qu'est-ce qu'il va faire fois 100, je m'en viens. Mais je me dis, avant d'entrer dans une industrie qui est autant risquée que les cryptos ou la bourse, parce que la bourse, je la considère hyper risquée aussi, ben, comme tu dis, avoir un petit réflexe de se mettre du skin in the game dans le SP500, en Bitcoin, comme ça, tu es exposé à cette industrie-là. Mais le fait que tu aies du Ouais. skin in the game te pousse à aller plus creux, plus creux. À un moment donné, tu es Mm. capable d'expliquer c'est quoi Ethereum, tu es capable d'expliquer c'est quoi Hyperliquid, Solana, comment ils se différencient. Puis là, tu vois les nuances. Mais si tu fais juste rentrer direct dans le truc hyper risqué, tu vas te faire shaker, tu vas te faire brasser, tu vas ressortir de là, tu vas avoir rien compris. C'est comme rentrer dans un mosh pit, puis juste te faire ramasser. Tu n'auras pas de plaisir. Fait que, non, c'est bon de Ouais. tout le temps avoir un pas de distance, autant Ah, dans c'est un bon l'urge point. C'est un bon que dans point. la Tu sais, juste mettre connaissance. un 10% des actifs là-dedans, puis en ayant justement mis son argent, c'est vrai que tu fais, ah ben là, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe finalement. Puis, Exact. très Parce bon que, tu point, ça. sais, des fois, les gens, ils vont arriver, ils vont se dire, je veux commencer à investir. Ils n'ont jamais eu de conseiller financier ou ils ont juste eu un conseiller financier. Là, ça sort leur argent de là, puis let's go. Moi, je suis un investisseur. All in, Ouh, ouais. ouh. Ça peut virer dangereux. On a vu, ouais, Ouais, c'est ça. Faut être prudent. y aller tranquillement, tu sais. Toujours se garder des munitions, là, c'est important, là. Puis une autre leçon que j'ai appris avec le temps, c'est que, tu sais, quand on dit qu'il y a du risque en investissement, tu sais, ça sonne cliché. Ça, c'est le cliché que je ne croyais pas. Du risque, c'est pour les tapettes, tu sais. Mais après ça, ouais. Tu sais, quand tu perds moins 90% sur un investissement, tu comprends c'est quoi du risque, là. Puis ça, c'est un truc que je pense que tant que tu ne l'as pas vécu, Non? quand tout le monde dit c'est risqué, là, ben, tu dis c'est pour les boomers, là, tu sais. Mais non, il y a du risque Ouais. sur les marchés, Ouais. là, tu sais. Non, clairement. Ah, ben, merci beaucoup, Paul, pour cet échange-là. Je pense que les gens vont beaucoup apprécier, surtout de t'avoir en exclusivité sur ta page YouTube. C'est vraiment cool. Y avait-tu un petit mot de la fin, quelque chose que tu voulais glisser, quelque chose que tu voulais dire, histoire de finir le tout? Ben, écoute, je te remercie de m'avoir invité sur ta chaîne. Comme je disais, tu sais, il n'y a pas grand monde que je fais confiance dans l'écosystème crypto, puis toi, tu en es un. Fait qu'honnêtement, pour les gens qui veulent suivre Mathieu, qui aime qu'est-ce qu'il fait, en apprendre plus sur Bitcoin ou peu importe le sujet que tu traites, excellente chaîne, abonnez-vous. Puis, bon, c'est ça. Si vous voulez continuer de me suivre, ben, pour l'instant, je ne fais pas de vidéo, je ne fais pas de contenu qui est gratuit publiquement pour la newsletter qu'on a. Tu pourras mettre Ouais, le lien ouais, je vais mettre le lien, dans la vas-y. description. Euh, je compte revenir sur YouTube, mais peut-être un peu plus tard, là. Fait que ça serait ça le mot de la fin. Puis peut-être aussi pour les cryptos, je dirais, si on suit les cycles jusqu'à maintenant, on est dans des bons moments pour accumuler tranquillement, historiquement, là. Surtout si on a une correction qui va un peu plus profondément cet été ou cet automne. Mhm. Puis c'est là que ça prend les convictions, justement, de ce qu'on a parlé. Tu sais, ça ne sera pas à la mode, les cryptos. Si vous investissez maintenant ou dans les prochaines semaines, vous allez vous faire traiter d'idiots ou de, de fanatiques, mais c'est dans ces moments-là que les gains les plus gros se font. Fait qu'à partir de là, il faut comme avoir sa propre idée avec ses convictions, puis on pose les couilles sur la table. Exact, c'est une thèse qui fait du sens pour nous, qu'on contrôle, qu'on. J'aime dire qu'on est bien dans sa tête, là, tu sais. Tu veux pas non plus t'overstretch tout de suite parce Ouais. que
sais, la ride va être longue ou sinon dans les prochains mois. Tu sais. Moi, c'est souvent ça que j'aime dire. C'est, tu sais, il y a des gens qui vont dépenser 20$ par jour pour des cigarettes puis de la bière. Bon, est-ce que toi, tu veux l'investir ou tu veux le mettre dans des drogues, des trucs? Tu sais, c'est tout le temps une logique de où est-ce que tu mets ton argent chaque jour. Puis comme tu dis, ben, présentement, c'est probablement mieux que lorsqu'on en entend parler à la radio. Tu sais. C'est déjà un indicateur qu'on est dans des meilleurs moments d'investissement que quand on est vraiment dans des périodes de hype. Donc, Ouais, je suis 100% exactement. d'accord avec toi. Ben, parfait. Bon, Ben, écoute, merci beaucoup, Mathieu. Merci merci, à tout Paul. le monde qui sont encore là après Yes. 45 minutes d'interview. Merci à tous, puis on se revoit pour une prochaine interview ou prochaine vidéo, dépendant comment que ça donne le tout. Et puis merci encore une fois, Paul. Je te souhaite une très belle journée. Ben, merci. Toi aussi, Mathieu. Là. Salut. Ciao.